Bonjour, aujourd'hui il fait beau, c'est le moment pour nous de tester un nouvel équipement solaire. Ça tombe bien, j'ai testé il y a quelques jours déjà un onduleur de la marque DI. C'est un onduleur de fabrication chinoise qui arrive sur le marché depuis quelques années, qui est quand même assez polyvalent. Alors c'est quelque chose qu'on m'a demandé, c'est un de mes fournisseurs, Shock Discount, que vous connaissez peut-être, qui me rémunère pour ce travail. J'ai réalisé vraiment une prestation de diagnostic et de test sur cet onduleur. Donc j'ai quand même passé 4 jours avec 27 points de contrôle différents. Et je me suis déplacé à différents endroits en autonomie sur le réseau. J'ai testé différentes fonctions. J'ai passé quand même pas mal de temps avec différents groupes électrogènes, différents onduleurs. J'ai donc rendu mon verdict sous forme d'un dossier de 10 pages. Et là, cette vidéo, c'est un petit peu une synthèse, mon avis en général de cet onduleur, et puis éventuellement mes conseils pour le futur si vous voulez acquérir ce genre de produit. Cet onduleur, il est compatible pour avant tout de l'autonomie, donc uniquement si on est déconnecté au réseau. Il est aussi capable de faire de la revente réseau, c'est-à-dire ne faire vraiment que ça si on souhaite. Il est capable de revendre partiellement ou de gérer l'autoconsommation réellement, c'est-à-dire de vraiment s'adapter à ce qu'on consomme, à ce qu'on produit, à l'état des batteries, à l'état du réseau. Il est capable de fonctionner en alimentation de secours. Alors ça, c'est le cas d'à peu près tous les onduleurs chargeurs. Donc là, il a une petite spécificité en plus. On va voir si c'est bon. Il est capable de faire de l'autonomie et de la revente. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une installation autonome et une partie qui revend au réseau. Si l'installation autonome n'est pas... si on ne consomme pas assez, par exemple. Donc c'est pareil, c'est dans le cadre de l'autoconsommation, mais il y a vraiment des fonctions qui permettent de le faire. D'après la notice, en tout cas. Et il peut fonctionner avec ou sans batterie. Alors moi, quand j'ai consulté la notice la première fois, déjà la notice est très bien faite, elle est qu'en anglais, mais elle est très bien faite, il y a vraiment tout d'expliqué dedans. Ça peut paraître difficile à lire pour un non-technicien, évidemment. La plupart des réglages, il faut les lire plusieurs fois. Comme c'est en anglais, il faut interpréter un petit peu, mais globalement, c'est écrit. Alors, il manque des informations techniques qui sont inscrites sur le côté du produit. Les limites de panneaux solaires notamment, mais bon, c'est pas si grave. Une fois qu'on connaît le produit, on sait comment agir, comment le dimensionner. Je vais vous montrer un petit peu les différents schémas qu'on peut un petit peu dans le désordre. Alors cet appareil permet d'agrandir ou de rendre autonome une installation existante. Quand je dis installation existante, je parle d'installation de production d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, solaire, turbine ou autre. À partir du moment où il y a un onduleur qui injecte au réseau, on peut l'intégrer dans une nouvelle installation de consommation ou de revente grâce à cet onduleur. Alors soit on remplace la partie onduleur réseau et on met cet onduleur là à la place, soit on intègre les onduleurs réseau existants à celui-ci avec un mode de fonctionnement un peu spécifique. On peut aussi gérer le stockage du surplus d'une installation existante. Alors c'est un peu comme celui d'avant, sauf qu'au lieu que ça passe à travers de l'onduleur, c'est le nouvel onduleur là va mesurer ce qui se passe au niveau du réseau. Dès qu'on est en pleine production d'énergie via un onduleur solaire par exemple, eh ben on sait qu'on a un surplus d'énergie qu'on peut prendre pour mettre dans les batteries, pour essayer d'être le plus autonome possible sur une part de l'installation. Donc c'est aussi une fonction intéressante, sachant qu'on peut en plus rajouter des équipements sur la partie MPPT. Alors vous remarquerez que j'ai mis des petits icônes d'éoliennes et de photovoltaïque. C'est parce que l'onduleur annonce une possibilité de fonctionner avec de l'éolien. J'ai repris vraiment les graphismes de la fiche constructeur, de la partie commerciale. Et puis j'ai changé quelques mots parce qu'ils ne sont pas très doués en traduction en français. Donc j'ai modifié quelque chose. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais au moins on comprend mieux. L'alimentation de secours, alors c'est un peu comme une fonction UPS, c'est-à-dire que on peut gérer un groupe électrogène. Non seulement en cas de perte de réseau,
On peut passer sur les batteries, mais on peut aussi démarrer un groupe électrogène le cas échéant de manière automatique. C'est le cas maintenant d'à peu près tous les onduleurs. Ils ont à peu près tous un contact sec qui permet de démarrer les groupes électrogènes. Alors chez Studer, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais bon, à partir du moment où on passe par un groupe à démarrage électrique qui dispose de son propre démarrage, on peut démarrer automatiquement. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et c'est plutôt une bonne idée. De même qu'on peut le faire sous forme d'autonomie. Alors, on peut alimenter une maison avec le contrôle de l'injection réseau. C'est le titre que j'ai choisi. Disons que c'est une forme d'autonomie à nouveau, mais disons que tant que les batteries sont pleines, on injecte au réseau et on essaie d'injecter la quantité que l'on souhaite, c'est-à-dire soit l'exacte consommation de la maison, et puis le reste est stocké ou perdu, soit on attend que les batteries soient chargées, puis que la maison consomme, et le surplus on l'injecte au réseau. Donc on est vraiment sur du contrôle d'injection en dernier recours. On peut faire de la gestion de délestage en fonction de la production. Alors ça veut dire que au lieu d'utiliser un groupe électrogène pour faire l'appoint du réseau, on considère que ce sera tout le temps le réseau qui va faire l'appoint de notre système au cas où il n'y a pas assez de soleil. Mais justement, dans le cas où il y a trop de production, on peut dire, ben voilà, on alimente par exemple un ballon d'eau chaude, soit à des plages horaires données, soit pendant une durée donnée, mais on peut lui donner des conditions. On peut dire, attends que les batteries soient suffisamment pleines et que les panneaux solaires produisent au moins 500 watts. Je crois que minimum c'est 500 watts, on peut lui dire 2000 watts si on veut, pour que la principale énergie vienne des panneaux solaires. Et puis après ça coupe dans les conditions inverses. Donc c'est pas vraiment, ils appellent ça de la charge intelligente, c'est pas tellement intelligent, c'est vraiment du délestage, c'est au moment où on peut. Et puis il y a quand même un peu d'énergie qui vient des batteries, un peu d'énergie qui vient du réseau, mais on s'arrange pour avoir cette ligne. Alors on peut le faire aussi avec un simple contrôleur batterie qui mesure le pourcentage batterie, mais bon là c'est vrai que c'est un peu plus dynamique, c'est centralisé, on peut gérer davantage. Bien sûr ces équipements sont parallélisables et on peut les synchroniser en triphasé, comme la plupart des onduleurs maintenant. C'est-à-dire qu'on peut doubler ou tripler la puissance. Alors ce qui a motivé un petit peu le choix de cet onduleur, c'est qu'il dispose d'un certificat de conformité en Europe. Ça a un peu retardé sa mise en place sur le marché parce qu'il était surtout destiné aux États-Unis. Et la version européenne, avec ses petites spécifications liées à Enedis et tout ce qui est propre aux normes en France, a assisté à un certificat de conformité qui a été obtenu, je crois, en 2019, mais le temps que le produit se mette sur le marché. Alors c'est important parce que du coup, la plupart de ces fonctions sont conformes les fonctions visées par le réseau sont conformes au réseau français. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est censé égaler les onduleurs d'injection réseau standard. Même si à l'origine ce n'en est pas un. On parlera de l'équivalence Victron en fin de vidéo, rapport à un autre sujet. Pour l'instant, on va passer directement aux tests que j'ai pratiqués. Je vais vous montrer les principaux. Il y a quelques-uns qui seront en vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai câblé l'équipement, globalement. Pour tester l'onduleur, j'ai fait une installation provisoire, alors plutôt en fil volant, avec différents disjoncteurs, différents compteurs d'énergie et différents relais. J'ai installé des bornes, un contrôleur batterie, un sectionneur, et pour le premier test, je l'ai fait avec une batterie Pilontech pour vérifier la compatibilité et pour tester un certain nombre de choses sur celle-ci. L'onduleur en question, je l'ai raccordé avec le plus de choses possible. Alors j'ai testé déjà pas mal de choses, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Donc j'ai fait un vrai montage avec des panneaux solaires, avec des consommateurs. Donc là il y a un radiateur, j'ai une climatisation, j'ai un groupe électrogène à côté. J'ai testé différentes configurations, différents réglages. J'ai vérifié les différents codes erreurs que je pouvais rencontrer. Il y en a quelques-uns. Il y a certaines configurations un peu inattendues. Et avec ça, je peux déterminer la qualité de l'appareil, en tout cas savoir si il arrive à fonctionner comme il est indiqué sur la notice.
et si ça vaut le coup un peu. Donc je ne vais pas faire tous les tests devant vous, je vais peut-être en filmer quelques-uns, mais globalement ce sera surtout une synthèse de ces différents tests. Alors pour commencer, j'ai testé les régulateurs MPPT. Donc il y en a deux dessus, donc c'est des régulateurs qui vont jusqu'à 500 volts mais qui sont faits pour fonctionner aux alentours de 400, 300 étant l'optimum. J'ai testé avec du photovoltaïque, donc j'ai utilisé deux installations spécifiques. Alors toutes les deux étaient avec du monocristallin mais n'étaient pas dans des situations d'ensoleillement identiques. Donc j'avais une journée de mauvais temps et une journée de plein soleil. Et par-dessus ça, comme dans la notice c'était marqué qu'on pouvait utiliser l'éolien, j'ai utilisé une éolienne. Qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau de cette production solaire? C'est que les régulateurs fonctionnent plutôt bien, ils ont une petite consommation. Ils se déclenchent à partir de 120 volts comme dans la notice technique et ils arrêtent de produire aux alentours de 60-80 volts. Ils essayent de rattraper les 120 volts, mais bon, ils laissent la production descendre en fin de journée, ce qui est plutôt bien. Je n'ai rien remarqué de négatif sur les régulateurs solaires à proprement parler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si la compatibilité avec l'éolien. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un petit temps de latence entre le moment où le soleil arrive et le moment où ça produit, ce qui est le cas d'à peu près tous les régulateurs MPPT. Et quand il mettait que c'était compatible avec l'éolien, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la rapidité de charge et de voir la réaction avec les pics de tension. Et surtout, est-ce que le régulateur ne faisait pas des mises en court-circuit régulières pour tester les panneaux solaires. Parce que normalement, si c'est compatible éolien, ça ne le fait pas. Alors j'ai testé avec une petite éolienne verticale que j'avais achetée, un truc d'arnaque là que j'avais en stock encore, qui m'a permis de faire des tests aux alentours de 230 volts, avec des à-coups de puissance, des variabilités diverses, et de produire à peu près 75 watts à peu près toutes les tensions. Alors j'ai remarqué qu'il y avait un délai de 5 à 8 secondes pour produire, alors ça peut être beaucoup. Et dans ce cas-là, je préconise d'installer un frein dynamique, c'est-à-dire d'avoir un appareil qui mesure la tension aux bornes de l'éolienne. Et dès qu'on dépasse, par exemple, 350 volts, on freine dans des résistances électriques avant le pont de diode pour ralentir l'éolienne, pour éviter l'emballement, au cas où le régulateur ne produirait pas. Soit parce que les batteries sont chargées, soit parce qu'il est déconnecté, soit parce qu'il n'y a pas d'injection réseau, soit parce qu'il y a une panne, un fusible de cramé ou autre. Histoire de ne pas se retrouver avec de la destruction de matériel. Concernant le relais de terre, alors ça c'était une question très importante parce que sur les onduleurs Sofar par exemple, il y avait un petit souci avec le régime de neutre qui n'était pas décablable, on va dire, qui avait un petit souci qui fonctionne mais qui n'était pas parfait. Donc là c'est un petit peu comme les autres onduleurs Victron et Studer, sauf que on se retrouve avec un relais de terre interne qui branche le neutre sur la terre. Alors pour ceux qui savent pas, on a besoin pour faire fonctionner les disjoncteurs différentiels de mettre le neutre de l'installation, le fil bleu, à la terre afin de donner un potentiel, si vous voulez, au sol, d'avoir une base. Sinon les disjoncteurs ils peuvent pas fonctionner convenablement. Alors en autonomie on fait ça, EDF le fait aussi. Mais dès qu'on mélange différentes sources, on se retrouve, cette mise à la terre crée un défaut pour la source d'à côté. Donc il faut connecter, déconnecter, enfin il faut le faire de manière intelligente, parce que lorsqu'on est en autonomie, certes on met le neutre à la terre, mais dès qu'on utilise le réseau, il faut le déconnecter, parce que c'est le réseau qui est à la terre, et ainsi de suite. Donc cette gestion, elle est automatique chez Victron, on active le relais de terre, elle est automatique aussi chez Studer, et là elle est automatique aussi, mais via un relais extérieur. Il faut rajouter un petit relais en plus, et en fonction de la programmation, elle n'est pas toujours assurée de la même manière. Il y a vraiment une fonction qui s'appelle Iceland Mode, qui permet de bien la gérer en autonomie, mais cette fonction se désactive toute seule si on change de mode de fonctionnement justement. Donc ce relais est important. Et il faut contrôler à chaque configuration, c'est pas quelque chose qu'on peut changer comme ça tout le temps. Lorsqu'on fait la première installation, la mise en service, on vérifie que le relais fonctionne convenablement. S'il fonctionne mal, il y a deux solutions. Soit la mise à la terre n'est pas faite, l'onduleur fonctionne mais vous n'êtes pas protégé. Soit la mise à la terre est faite mais au mauvais moment et ça fait disjoncter. Donc ça c'est les deux pannes. Et sinon si tout marche bien, il s'enclenche au bon moment. Concernant le fonctionnement du boost, alors c'est un petit peu dans le désordre ma liste de tests, j'ai fait ce que je pouvais en fonction des opportunités que j'avais au moment. Le test du boost, qu'est-ce que le boost? Alors chez Victron on appelle ça le Power Assist.
Et ici, ils appellent pas ça boost, ils appellent ça le complément d'énergie. Enfin, c'est en anglais, il y a encore d'autres termes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un groupe électrogène qui recharge les batteries, on peut dire, bah voilà, on prend que 500 watts sur le groupe électrogène. Mais on a peut-être besoin de plus pour recharger les batteries, on a peut-être besoin de plus pour alimenter les appareils. C'est assez rare qu'on ait besoin que de 500 watts. Eh bien, lorsqu'on bride cette puissance-là, l'onduleur va se synchroniser sur le groupe électrogène et va apporter l'énergie manquante. Par exemple, lorsqu'un frigo va démarrer, une cafetière est en marche, et puis dès que cet appareil va s'éteindre, eh bien, ça va revenir à 500 watts et on va pouvoir à nouveau charger les batteries. Il y a ce même fonctionnement avec le réseau. Alors je crois que c'est minimum 1000 watts pour le réseau. Ou c'est le contraire, c'est peut-être 1000 watts pour le groupe électrogène et 500 watts pour le réseau. Enfin, en tout cas, il y a une limite sur l'onduleur, une limite basse. Et de la même manière, lorsqu'on charge les batteries, on peut être trouvé bridé à 1000 watts. Pareil pour la revente. Et le complément vient d'autre part. Donc, soit du solaire, soit des batteries, soit de... Et donc, j'ai testé ces fonctions-là. Alors, elles fonctionnent. Elles sont pas faciles à valider parce qu'il faut décocher certaines options. C'est tellement polyvalent qu'il faut pas mettre de fonctions opposées, si vous voulez. Il faut quand même réfléchir un peu à ce qu'on coche. Mais par contre, il y a un petit temps de latence. Donc, par exemple, au moment où il y a si on a bridé à 1000 watts, au moment où on a une bouilloire de 2000 watts, ça va prendre 2000 watts. Ça va pas brider à 1000 watts. Et petit à petit, en 5-6 secondes, ça va descendre 1500 watts, 1200, 1000 watts, 980 à peu près. Donc c'est pas instantané, il y a bien un bridage. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut que le groupe électrogène et le réseau soient d'une puissance suffisante pour assurer la plupart de ces pics de puissance. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir une chute de tension et ça va tout déconnecter. Et donc c'est pareil, c'est du cas par cas, chaque installation est différente. Mais par exemple, si vous avez une installation en 3 kW sur le réseau et que le disjoncteur est censé sauter au-dessus de 3 kg et que vous avez mis cet équipement pour du 6 kg, bah, il se peut que ça convienne tout de même pas. Faut tester et faut voir si le disjoncteur supporte la surcharge pendant quelques secondes. Voilà, faut tester. C'est une petite mise en garde ici. Victron et Studer ne font pas ça. Eux, ils sont vraiment bien plus. Ils ont tendance à faire le contraire. Ils alimentent d'abord avec la batterie et ils alimentent petit à petit avec le groupe. C'est un fonctionnement inversé. C'est un point important. Le test d'après, j'ai fait un test de surcharge de l'onduleur. Alors là, c'était très attendu parce que la plupart des onduleurs hybrides qui fonctionnent sur batterie, qui permettent de faire justement cette gestion de surplus d'énergie, sont en fait des onduleurs d'injection au réseau. Et les onduleurs d'injection au réseau, si on prend un 3000 watts, eh ben il fait 3000 watts. Il ne fait pas 6000, il ne fait pas 5000, il fait 3000. Il ne peut pas faire plus, il n'a pas de capacité de surcharge. Il fait la puissance maximum des panneaux solaires, il est bridé. Et donc là, comme c'est un onduleur qui est polyvalent, il est censé avoir des capacités de surcharge importantes. C'est un onduleur qui est annoncé pour 6000 watts et qui doit faire 12 000 en crête, en pic pendant 10 secondes. Alors, c'est pas évident de trouver 12 000 watts de consommation pendant 10 secondes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage avec plusieurs appareils et j'ai fait des démarrages spontanés. On va le voir. Test de surcharge. J'ai 200 watts de lampe, j'ai un ampli qui va démarrer mais c'est presque rien, un compresseur qui va à mon avis prendre 5 kg au démarrage, un lapidaire qui va prendre aussi 5 kg au démarrage et une résistance électrique d'1 kW. On doit être assez proche des 12 kg. On va voir ce qu'il en est. Alors, j'ai rajouté 2 kW. Le résultat de tout ça, c'est que la sinusoïde est plutôt stable, la tension est plutôt stable, l'onduleur a l'air de parfaitement supporter les surcharges sans faire de mauvaises odeurs, de mauvais bruits. Donc c'est très positif. Je l'ai fait 8 ou 10 fois, et aucun souci. Concernant les micro-coupures, alors ça c'est un point très important de la fonction UPS. Si vous voulez, lorsqu'on a un onduleur chargeur, ou ce qu'on appelle un onduleur
d'ordinateur. Au moment d'une coupure réseau, on est censé passer sur batterie et fabriquer du 230 volts de manière très très rapide, éviter la coupure entre les deux signaux pour éviter le plantage, pour éviter que l'ordinateur, mis à part l'ordinateur portable, pour éviter que l'ordinateur ne s'arrête brutalement, ne plante, qu'un disque dur ne flanche. Pour éviter ce genre de problème, il faut que ça aille très très vite. Soit il faut être au courant avant qu'il va y avoir une coupure et l'anticiper, soit au moment où la coupure arrive, il faut réagir très vite. Alors, ces micro-coupures, il y en a deux. Il y en a une au moment où le réseau disparaît et une au moment où le réseau réapparaît. Alors, quand le réseau disparaît, on a une coupure franche et on a un redémarrage du système très rapide pour éviter cette panne. Celle-là, c'est la plus importante. C'est là qu'en général, ça plante. Et quand le réseau revient, on est en présence de deux sources d'alimentation qui sont en marche et qui basculent l'une à l'autre. Donc, la coupure est très très faible. Parce que l'autre, on passait d'une source en marche à une source éteinte, et donc la coupure est vraiment très faible. Alors, sur ce test-là, je l'ai réalisé en même temps que je revendais au réseau. Je l'ai fait sur une charge de type ordinateur avec un ordinateur. J'ai fait avec un ordinateur de salon, un ordinateur de bureau standard, qui était sur internet en train de lire une vidéo YouTube, en train de charger. Donc il y avait un peu de carte vidéo, un peu de carte son, et puis j'ai branché des lampes à incandescence en même temps pour me rendre compte du moment où le courant se coupe, et puis un oscilloscope à côté pour vérifier. Et donc je suis plutôt content. Je n'ai pas vu de plantage, donc pour moi c'est concluant. C'est-à-dire que la plupart des onduleurs chargeurs annoncent 20 millisecondes. 20 millisecondes, c'est une alternance de sinusoïdes. Donc c'est quand même beaucoup. Pour la coupure, celui-ci annonce 4. Quand même 5 fois moins. Je ne sais pas, je n'ai pas pu mesurer, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de plantage. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est presque indolore. Il n'y a pas de synchronisation entre les deux quand le courant revient. Il y a un petit décalage de fréquence, mais a priori, il fait son taf. Il est neuf, il fait son taf comme il doit faire. Donc ça vous évite d'avoir un onduleur supplémentaire pour l'informatique. À condition que celui-ci tienne le coup. Concernant l'injection du surplus, alors j'étais un petit peu dubitatif en me disant, est-ce que ça va réellement réinjecter au réseau? Est-ce que ça va pas créer des problèmes de se synchroniser au réseau, d'injecter, comment ça va être régulé et tout? Alors j'ai fait le test principalement avec le transformateur de courant, c'est-à-dire qu'il y a un petit transformateur de courant, c'est un ampère-mètre, qui est branché au niveau, on va dire, au plus près du compteur EDF, donc là on dit Enedis, au plus près du compteur pour mesurer le courant qui passe et pour éviter d'injecter. Alors ce qui se passe, c'est que on règle une puissance dans l'appareil et on lui dit il faut au moins qu'on consomme 20 watts. On est en positif, pas en négatif, ni même en niveau 0. Au moins qu'on consomme 20 watts. C'est-à-dire que dès qu'on tombe en dessous de 20 watts, dès qu'on n'arrive plus à consommer 20 watts, c'est que on injecte trop. Ou alors que la maison ne consomme plus rien. Et dans les deux cas, il faut arrêter d'injecter. Donc ça permet de réguler cette petite vingtaine de watts. On peut autoriser à ce que le réseau alimente plus, puisque le solaire n'est peut-être pas suffisant. Mais au moins, on a cette limite. Donc là, moi j'ai constaté que ça marchait plutôt bien. Je l'ai même testé avec un onduleur en autonomie. C'est-à-dire que je me suis branché sur un réseau fermé, avec un onduleur Studer, et j'ai fait croire que l'onduleur c'était le réseau. Et ça a marché. Ça s'est synchronisé sur cet onduleur, ça n'a pas envoyé de jus dans l'onduleur, ni dans le groupe électrogène. J'ai testé avec un groupe aussi, ça a très bien marché. Avec 2 bémols toutefois, il faut absolument que cette pince ampère-métrique fonctionne. Si elle tombe en panne, il y a un risque d'injection totale dans la source annexe, qui peut être un onduleur justement, et de ne plus être régulé, de cramer quelque chose. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de mesure d'impédance. Qu'est-ce que c'est? C'est normalement un contrôle que fait les onduleurs de revente réseau pour s'assurer qu'il y a bien une consommation infinie, qu'on est bien sur la présence de consommateurs innombrables pour pouvoir injecter. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un disjoncteur qui a sauté quelque part sur le réseau, et si on n'a pas assez de consommateurs, on n'injecte pas. C'est une sécurité normalement qui est en place dans les onduleurs réseau et qui ne se retrouve pas ici. Et, je ne sais pas si c'est obligatoire, la certification est faite, le produit est conforme, donc a priori c'était peut-être une vérification des anciens onduleurs.
Je ne sais pas ce que ça va donner s'il n'y a plus cette vérification-là. C'est vrai qu'elle embêtait beaucoup dans le cadre de l'autonomie lorsqu'on était en régulation AC et qu'il fallait reconfigurer les onduleurs. Enfin, c'était embêtant. Mais là, le fait de ne pas l'avoir pour la revente réseau, je ne sais pas s'il y a un risque ultérieur. Je pense que ça a évolué et qu'on l'a autorisé comme ça. Alors, il y a un compteur de fourni avec cet onduleur. Il y a un compteur de réseau qui permet de compter dans un sens et dans l'autre. Alors, il y a une petite pub sur leur site qui dit qu'il change de couleur. Bon, je pense que c'était visuel pour faire comprendre que l'énergie va dans un sens ou dans l'autre. C'est un compteur annexe qui permet de vérifier ce qui se passe sur le réseau, qu'on peut connecter à l'onduleur. Franchement, il est vraiment optionnel. Hein. C'est juste un compteur. On pourrait ne pas en mettre, ça serait pareil. Mais normalement, on doit pouvoir le connecter à l'onduleur via un connecteur RJ45 et RS, je ne sais plus quoi, 485 je crois. Et j'ai pas réussi. Ça n'a pas créé de gros problèmes, ça avait un message d'erreur. Il n'a pas réussi à le prendre en compte. Bon, c'est pas grave, il y a un compteur aussi déjà de présent sur l'onduleur, il y en a un à l'extérieur, on mesure les deux, on regarde lequel est le plus précis, pourquoi pas. Donc au niveau statistique, il y a un petit peu moins d'infos. Mais bon, peut-être que j'ai fait une mauvaise manip. Il y en a peut-être qui sauront mieux que moi. Moi, j'ai pas réussi à le brancher. Concernant les mesures et l'affichage des valeurs électriques. Alors, un petit peu comme Victron, il y a beaucoup d'erreurs de mesure. Il y a vraiment, je pourrais vous donner tous les détails, mais globalement, à chaque fois, il y a une erreur de 20 à 80 watts sur certains postes, notamment sur les batteries. C'est-à-dire que l'appareil, il a tendance à ne pas mesurer sa propre consommation. Du coup, il essaye de répartir les pertes où il peut. Il équilibre. Si on consomme rien sur le réseau, il dit que ça consomme 11 watts. Si on produit rien, il dit qu'on consomme 5, qu'on produit 5. Alors je pense qu'en fait, ces productions et ces consommations, c'est l'équivalent de la consommation du régulateur solaire, de l'onduleur, du chargeur, qu'il essaye de répartir. Et ça fausse un peu les statistiques. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a de la production, on croit qu'il y a de la consommation, et les courbes sont faussées, les pourcentages sont faussés. Alors, moi, dans mon cas, ça a beaucoup faussé. C'était de l'ordre de 25%. C'était énorme parce que j'ai pas vraiment exploité l'onduleur. J'ai fait sur 4 jours avec des petits pics, des moments, mais pas avec des heures de production, avec des journées, des années. Donc, à mon avis, c'est peut-être de l'ordre de 1% dans la vie quotidienne, si vous voulez. Mais c'est embêtant, quoi. On peut se retrouver le soir, bah tiens, on consomme, mais en fait, non, on consomme pas. C'est bon à savoir. Concernant le réglage des paramètres batterie, cet onduleur est annoncé compatible avec des batteries lithium et avec des batteries plomb. Alors c'est un onduleur qui fonctionne entre 40 et 60 volts. Alors 40 c'est bien et 60 c'est un petit peu faible. Mais c'est la majorité des onduleurs du marché fonctionnent comme ça. C'est un petit peu faible parce que lorsqu'on a une batterie liquide et qu'on veut faire une égalisation, on peut être obligé de monter à 64 volts ou autre. C'est pas si handicapant de ça dans la vie courante. Il y a plein de batteries qui vont très bien le supporter, mais c'est vrai que j'ai plusieurs installations, notamment chez Victron, chez Studer, où on a des égalisations qui montent très très haut. Notamment en hiver, dès que les batteries sont froides, on doit compenser. Et là, du coup, on a une limite de compensation qui est à 59 volts, qui me paraît faible. C'est mon avis, puisque 59 volts, c'est assez fréquent, en fait. Mais ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Alors, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire que ça privilégie l'usage de batteries sans entretien. C'est plébiscité par plein de gens, donc ça va correspondre au marché. Quand on va dans les paramètres des batteries, pour régler les batteries, si on dit qu'on veut régler en fonction des seuils de tension, ben on a tous les réglages de paramètres. Et si on veut régler en fonction du fait que c'est une batterie lithium, eh ben on n'a rien à régler. C'est-à-dire qu'on ne peut rien régler. Donc si on veut vraiment régler, ben on fait croire que c'est une batterie plomb et on donne des seuils. Mais si on a un BMS qui fonctionne bien, qu'on lui fait confiance, on met sur batterie lithium et normalement il y a la détection du BMS si le cordon est compatible. Donc là avec le Pilontech c'était parfait, totalement compatible, le cordon d'origine marche très bien et tout s'affiche. Petite astuce, le BM, il existe un contrôleur batterie intégré à l'onduleur qui marche bien. On ne peut pas lui donner beaucoup de paramètres. J'aurais aimé le régler comme un BMW 700 de chez Victron, mais une fois qu'on a installer ce premier cordon BMS lithium, il s'initialise, il partage des données et si on a une panne de cordon, si on décroche, si on enlève, bah, il garde en mémoire un certain nombre de choses et il interprète. Il régule beaucoup moins bien, mais il marche pas trop mal. J'ai pas eu trop de soucis dessus.
Rien n'empêche de rajouter un autre contrôleur batterie à côté pour avoir la certitude de l'état des batteries. Concernant les simulations de panne, donc là je parlais du BMS juste avant, j'ai simulé plusieurs types de pannes, donc j'ai simulé les pannes de BMS, donc j'ai décroché le cordon en plein fonctionnement. Ça n'a pas empêché, rien ne s'est éteint. Donc on peut le choisir ça dans le menu, on peut lui dire s'il y a une panne de BMS, tu coupes l'onduleur. Moi j'ai choisi de ne pas le faire. Ça a très bien fonctionné, sauf que effectivement la batterie Pilontech arrivait en fin de charge et bride son courant et dit voilà, il n'y a plus que 10 ampères qui peut rentrer dedans. Et quand on décroche, l'onduleur il envoie plein pot. On lui a rentré aussi des valeurs dedans, mais il envoie ces valeurs là. Donc c'est un peu plus dommageable pour la batterie, mais ça n'enlève rien aux statistiques. Il n'y a pas forcément de message d'alerte. En tout cas c'est pas flagrant, les petits messages d'alerte sont tout petits. Donc s'il y a une panne de BMS, ça fonctionne encore, mais il faut essayer de régler le problème. Concernant les pannes de batterie, donc moi j'ai déconnecté violemment la batterie pour voir ce qui se passe. C'est l'équivalent d'une panne fusible ou d'une panne batterie ou d'une déconnexion intempestive. Alors lorsqu'il se passe rien, c'est-à-dire quand il n'y a personne qui consomme, personne qui produit, l'onduleur, il se met en alerte batterie basse, ensuite il dit qu'il n'y a plus de batterie, il se met en mode no batterie, et il s'éteint. Si on produit de l'énergie solaire à ce moment-là, il détecte effectivement qu'il n'y a plus de batterie, il met un certain temps, parce qu'il y a des variations qui sont suspicieuses, mais tant qu'on consomme moins que ce qu'on produit, tout se passe bien. Dès qu'on consomme plus, ça éteint l'onduleur, ça se met en sécurité. J'ai pas eu de problème à chaque fois pour redémarrer l'onduleur. Tout s'est bien passé, donc c'est une protection qui marche bien. J'ai fait, après les autres simulations de panne, j'ai coupé le réseau, j'ai coupé le groupe électrogène, j'ai coupé le surplus, j'ai déconnecté la sonde de température. Je n'ai pas déconnecté la sonde de courant, parce que je sais ce qui se passe, ça injecte tout. J'ai déconnecté les panneaux. Bon, à chaque fois, c'est les situations normales, ça s'arrête de produire. Concernant le test du Wi-Fi, alors le port Wi-Fi, j'ai branché un plug Wi-Fi dessus, je me suis connecté avec mon téléphone, mais je n'ai pas mis d'application particulière, puis j'avais pas les codes parce que c'était pas le bon plug. En fait, c'est le bon dans le sens où ce sera le même qui sera fourni, mais j'avais pas la bonne notice du coup, donc j'avais pas le lien et je me suis pas embêté à ça. Je voulais pas mettre l'application sur mon téléphone. C'est une application de transfert d'écran. C'est l'écran qu'on a sur son téléphone en Wi-Fi à distance. Et si on a une fonction GPRS, donc c'est encore une autre fonction, GPRS ou Ethernet ou autre, on peut envoyer les données sur un site gratuit et puis en se connectant, on a les informations, les statistiques, exactement comme Vitron avec la fonction GX. Pour ça, j'ai pas de souci là-dessus. La fonction Frequency High et micro inverter. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un mode de régulation, ce qu'on appelle de régulation en bus AC, qui existe chez tous les autres fabricants. C'est-à-dire que lorsqu'on branche un onduleur de revente réseau, qui est bien paramétré, en îlotage, c'est-à-dire sans le réseau, sur un onduleur de ce type, un onduleur chargeur, pour faire varier la puissance solaire, puisque l'onduleur réseau devient le chargeur solaire, il faut lui faire varier la fréquence. Il faut faire varier la fréquence du 230 volts. Et en général, on monte à 53 Hz pour dire stop, et à 49 pour dire vas-y, tu peux envoyer la sauce. Et donc cette fonction est présente sur cet appareil. Elle est un petit peu plus... elle est un petit peu moins linéaire et moins évidente que ce qu'on pense, mais une fois qu'on l'active, elle est complémentée avec une fonction micro-onduleur, c'est-à-dire que à la place d'un groupe électrogène, on peut brancher un onduleur réseau, et cette entrée groupe électrogène va se connecter ou se déconnecter à l'onduleur en fonction de l'état des batteries. Si les batteries sont trop chargées, ça déconnecte, donc ça coupe la production. Si elles sont un petit peu déchargées, en fonction du pourcentage qu'on a mis, ça reconnecte et ça se remet à produire. Et la fonction high frequency, avant que ça déconnecte, avant qu'on dise à l'onduleur arrête d'envoyer du jus, on a augmenté la fréquence et il est censé réduire sa puissance. Donc c'est censé être un peu souple avec des barrières de sécurité. J'ai testé, ça marche. L'inconvénient, c'est que c'est un genre de fonctionnement qui ne marche pas avec le réseau. Parce que le réseau, lui, on ne peut pas lui imposer 53 Hz. Donc a priori, si on connecte au réseau en même temps, on injecte la totalité. Et quand les batteries sont chargées, on déconnecte. On ne peut pas régler la fréquence du coup. C'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner en îlotage. Quelque chose qu'une fois qu'on est déconnecté réseau, disons que ça peut correspondre à une injection quasi totale de l'énergie au réseau en temps commun, en temps normal. Et dès qu'on a une coupure réseau, on régule en local. Ça marche bien. La consommation à vide, le test de consommation à vide.
comme tous les onduleurs d'entrée de gamme, et même les onduleurs un peu sophistiqués avec un ordinateur intégré, est-ce que c'est le cas, la consommation est assez élevée. On est à 59 watts à vide, c'est pas le plus que j'ai vu 75 watts, voire même 100 watts sur certains modèles, mais disons que c'est supérieur à Victron, c'est supérieur à Studer bien évidemment, c'est supérieur à la plupart des onduleurs de gamme que j'ai vus, c'est quand même pas mal. C'est progressif parce que quand on démarre l'onduleur, au départ on est à 10 watts, puis au fur et à mesure que le logiciel démarre et que les fonctions se mettent en marche, on cumule de la puissance. Alors d'après mes mesures, plusieurs fonctions ont des consommations. Donc le régulateur solaire consomme 5 à 10 watts, l'onduleur consomme une vingtaine de watts, 23 watts, le chargeur en consomme aussi, le gestionnaire de batterie en consomme aussi, l'ordinateur en consomme aussi, et tout cumulé ça fait 59. Et ça pose ça rentre dans le problème des erreurs de mesure. Parce que il est incapable de savoir ce qu'il consomme lui-même. Il croit qu'il consomme 23 watts alors qu'il en consomme plus. Donc le principal inconvénient à ça, c'est que si vous avez une installation trop petite, en fait vous passez votre temps à auto-alimenter l'appareil. Parce que 50 watts, si on simplifie à 50 watts, ça correspond à 1,2 kWh par jour. En mois de décembre, ça correspond à 1200 watts de panneaux. C'est-à-dire que vos 1200 watts de panneaux sur le toit, ils servent que à maintenir l'onduleur en marche. Même pas à charger, même pas à alimenter, rien, juste à maintenir l'onduleur en marche. En autonomie, c'est pas top. En revente réseau, si vous avez mis 6000 watts de panneaux, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ça va aller. Parce que comme si vous mettez des batteries lithium en plus, qui ont des très bons rendements, qui ne perdent pas grand-chose, ça va compenser. Si vous rajoutez des batteries plomb qui ont un rendement plutôt à 85%, ça va se cumuler. Et là, vous êtes en autonomie, c'est pas la meilleure solution. C'est vrai que l'onduleur est pas cher, mais c'est pas la meilleure solution. Le test des limites batterie de la batterie Pilontech et de sa communication BMS. Alors j'en ai parlé un petit peu de la communication BMS. Alors j'avais trouvé un truc sympa sur la communication BMS, c'est qu'il nous affiche le SOH. Le SOH, c'est le pourcentage c'est l'état de la batterie par rapport à son état neuf. La capacité utilisable par rapport à son état neuf. Et le SOC, donc c'est l'état de charge de la batterie, de son état actuel. On peut être à 100% d'état de charge, mais avoir un SOH, un état de batterie de 50%. Donc ça permet de voir comment a vieilli la batterie au fil du temps. Je l'avais pas sur les autres, là je l'ai, je suis très content. Et sinon, les limites de la Pilontech, alors j'ai fait un test, on va voir. J'ai essayé de filmer l'écran. Cette batterie elle est donnée pour 25 ampères. 25 ampères ça fait 1200 volts ampères en usage normal. 50 ampères maximum, donc 2400 volts ampères. Et une surcharge de 90 ampères. Alors j'ai fait le test. D'abord au démarrage de l'onduleur, la batterie n'est pas capable d'allumer l'onduleur. Le pic de puissance dépasse les 90 ampères. La batterie ne peut pas démarrer l'onduleur. J'ai été obligé de mettre une alimentation stabilisée dessus pour charger les condensateurs et démarrer l'onduleur. En forçant un peu, ça démarre, mais bon, on est dans les limites de la batterie du coup à ce niveau-là. Et en termes de consommation, donc j'ai mis un peu plus de 2000 watts de consommation dessus, et la batterie s'est déconnectée, tension basse, alors qu'elle était à 81%. Parce qu'elle est effectivement pas prévue pour plus de consommation. Et donc là, ça donne une alerte. Alors c'est pas une alerte, c'est quelque chose que je dis à chaque personne qui me dit qu'il met des Pilontech. Pour cette onduleur-là, il faut au moins 6 Pilontech de 2,4 kWh, au moins 6. Ou alors des 3,5 kWh, vous en mettez moins. Parce qu'il faut être capable d'absorber la puissance, en charge et en décharge. Sinon on bride tout, tout est bridé. Et si on règle bien l'onduleur par rapport aux batteries, on sera tout le temps bridé d'une manière ou d'une autre et il y aura des déconnexions, des pannes. Si on dimensionne bien, il n'y aura pas de souci. Donc là, c'est 6 batteries. Donc chaque fois qu'on a une batterie Pilontech 2,4 kWh, il faut penser qu'on ne peut pas la recharger en moins de 2 heures. C'est normal, c'est du lithium, c'est mieux que le plomb en termes de rapidité de charge, mais quand même 2 heures. Et la dernière heure, elle est lente. Donc, moins vous aurez de batterie, plus vous perdrez d'énergie quelque part, et plus vous aurez des pannes. Et plus vous allez user votre batterie. Donc, c'est à éviter. Le test de la recharge via groupe électrogène et Grind. Alors, l'entrée groupe électrogène, elle sert pour un groupe électrogène, mais elle peut servir aussi, on a dit tout à l'heure, pour des smart loads, pour des appareils qui consomment. On peut configurer comme une sortie. On peut configurer comme une entrée d'onduleur, mais on peut aussi dire que le groupe électrogène il n'est pas branché ici,
il est branché sur l'entrée réseau. On peut lui dire, ben non, mon groupe électrogène il est branché sur l'autre entrée. Ça fonctionne très bien, mais ça nécessite que ça bloque un petit peu le fonctionnement. On ne peut plus tout faire avec l'onduleur, on a un cas particulier. Et il y a un cas que j'ai voulu tester, c'est lorsqu'on est branché au réseau, qu'on revende ou pas. Alors moi j'ai fait un test avec une réinjection, on était en train d'injecter le surplus au réseau, et ben j'ai branché le groupe électrogène, et j'ai mis en marche forcée, parce qu'il y a une fonction marche forcée. On peut dire, ben non, prends le groupe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'onduleur, il a une priorité. Il prend d'abord le réseau, et au dernier recours, il prend le groupe électrogène. Et si on le force à prendre le groupe électrogène, moi je m'attendais à ce qu'il déconnecte le réseau. Et ben il l'a pas fait. Il l'a pas fait, ça a tout fait sauter. Ça a créé des retours de jus dans le groupe électrogène, ça a fait sauter les différentiels. Et l'onduleur s'est pas éteint, il a fonctionné comme avant, mais il a déconnecté le groupe, il a déconnecté le réseau. Heureusement qu'il y avait des différentiels qui fonctionnaient avec une bonne prise de terre, un relais de terre bien câblé. Et donc ça ça veut surtout dire que n'importe qui, c'est comme le Victron, n'importe qui ne peut pas paramétrer ses appareils sans réfléchir un peu, sans être un peu formé. Alors ça nécessite certainement de pré-paramétrer à la vente le produit ou de faire appel à un technicien qui a l'habitude de ce genre de paramétrage ou de vraiment bien lire la notice, de la traduire, de se renseigner. Mais dans la notice, c'est pas marqué. Donc faites attention, ne mettez pas le groupe électrogène en marche forcée si vous avez l'intention de vous connecter un jour à un moment donné. Parce que dès que vous allez démarrer le groupe, ça va envoyer sur le réseau. Il va y avoir un problème. En règle générale, la gestion du groupe et du réseau. Alors le réseau, on peut lui dire, bah tu te connectes à partir de tant de pourcents, tu prends tant d'ampères dessus, et on peut donner des plages horaires. Très pratique. Vous allez voir en description, j'ai le lien pour la vidéo du constructeur. C'est top, c'est bien expliqué. Pour le groupe électrogène, c'est un peu différent. On peut aussi lui donner des horaires sûrs, mais on peut le commander. Il y a un contact où on peut dire, bah voilà, on se sert du groupe, soit on met un relais, soit on met, je sais pas, une alarme, prévenir quelqu'un pour qu'il démarre le groupe ou autre. Donc on peut gérer ces deux équipements de manière différente. On peut très bien dire, bah voilà, on prend le réseau la journée, le groupe électrogène la nuit. Donc par exemple pour les maisons de retraite, pour les installations en EJP, pour les installations spécifiques, avec des tarifs spécifiques, ça marche très très bien. Mais il ne faut pas mettre le groupe électrogène en marche forcée, il faut utiliser le signal, il y a un petit contact qui permet de contrôler ça. Et donc ça rentre encore dans de la technique. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Eh ben, il y a des choses que j'ai pas testées. Oui, il y a des choses que j'ai pas testées. Je n'étais pas en possession d'onduleurs de revente réseau. Enfin, si, mais des anciens qui étaient plus compatibles avec les panneaux solaires de maintenant, j'ai pas pu les brancher. Je n'ai pas pu tester de micro-onduleur. J'ai testé le fonctionnement du signal, j'ai testé le fonctionnement de cet onduleur-là, et je sais comment sont censés fonctionner ces fameux onduleurs réseau qu'on utilise depuis très longtemps. Mais je n'ai pas testé dans la vraie vie. Donc je peux pas vous dire ça marche absolument. C'est censé marcher parce que tous les paramètres sont là, tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et c'est juste que j'aurais aimé effectivement avoir des exemplaires. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas testé? Eh ben, je l'ai pas mis pendant 2 ans sur ma maison pour vérifier les statistiques. Parce que c'est un produit neuf et que je l'ai testé en atelier. Donc ça, je connais pas la longévité du produit. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé à l'intérieur de l'appareil. Il n'est pas démontable. Il est étanche. Il a l'air solide. Il n'est pas protégé contre les UV. Faites attention, il y a un écran tactile dessus. Mais pour la réparation, à mon avis, c'est compliqué. Donc ça, c'est un point négatif. Et comme on ne voyait pas bien à l'intérieur, j'ai utilisé une petite caméra de plomberie, là, une caméra de tuyau. Et j'ai regardé un petit peu les soudures, les bobines, ce qu'on trouve à l'intérieur, les condensateurs. Bon, ça donne pas grand-chose, mais ça m'a permis de voir un petit peu la qualité. Ça a l'air d'être bien fait. Ça a l'air franchement bien fait. La bobine, il y a une grosse bobine dedans, parce que c'est un mélange de haute fréquence et de basse fréquence. Et derrière, dans un radiateur, c'est scellé, elle est scellée, donc du coup elle est non réparable. Toute la partie refroidissement a l'air bien fait. À l'intérieur, il y a un ventilateur qui brasse l'air pour être sûr de bien refroidir. Mais c'est vrai que le côté réparabilité, même pour changer le fusible, il y a un fusible à l'intérieur, ça se fait, hein, mais même pour câbler, c'est pas si pratique. C'est faisable, mais c'est pas si pratique. Bon. Si l'onduleur est de qualité et qui dure longtemps, que la panne d'un élément ne met pas tout en vrac,
ou que le SAV réagit bien, c'est-à-dire qu'il y a des onduleurs en stock, c'est réparable par un service ou autre. Ok. Si c'est pas le cas, eh bien, il faut compter sur un remplacement d'appareil. Si vous avez cet équipement chez vous qui marche très bien, si vous l'avez chez vous qui dure, faudrait qu'il dure comme les autres en fait. Certes, il est moins cher, il est donné pour 1500 €. 1500, 2000 € à peu près, hein, ça dépend des modèles, ça dépend des fonctionnalités. Alors on fait des économies sur l'achat, mais il faudrait qu'il dure une dizaine d'années, au moins. C'est même pas beaucoup 10 ans, hein. C'est pas beaucoup 10 ans. Mais 10 ans au moins. Étant donné qu'il fait de la revente de surplus, il va être souvent surchargé. Il va être très sollicité pour plein de choses. Donc c'est vrai que quand on est en autonomie, on tape sur 20-25 ans les onduleurs parce qu'ils ne sont pas tout le temps à pleine charge, les régulateurs ne sont pas tout le temps à pleine puissance. Et là, on cumule l'autonomie et la revente, on cumule les avantages et les inconvénients si vous voulez. Donc on est quand même dans le cadre où l'onduleur, il ne faut pas le surcharger. Il ne faut pas tout injecter au réseau, il ne faut pas consommer 6 kg parce que c'est un 6 kg, il ne faut pas mettre plus de 6 kg de panneaux solaires sous prétexte que c'est un 6 kg. Alors dans la doc technique, ils disent... c'est pas marqué, mais normalement c'est 3500 watts par string. Moi j'ai calculé 3000, mais après je préconiserais plutôt 3000, voire même 2007. Au-delà, il va tout le temps être en surcharge, il va refroidir, il va faire ce qu'il peut et il va vieillir très vite, beaucoup plus vite que ce qu'il faudrait. Et c'est pour ça que s'il est bien mis en service, bien dimensionné, je pense qu'entre 15 et 20 ans, c'est réaliste. C'est réaliste. Et donc maintenant, si on voit la concurrence, si on voit, je voulais en parler en fin de vidéo. Alors la concurrence, c'est Victron. Alors pour remplacer cet appareil par un équivalent, soit vous avez uniquement une panne de régulateur solaire et auquel cas vous avez vous pouvez remplacer ce régulateur solaire par exemple chez Victron le Smart Solar 450-100 ou 450-200, parce que là c'est un chargeur 135 ampères, on pourrait mettre l'équivalent, qui a aussi 2 MPPT en 48 volts, qui supporte 450 volts en entrée, donc ça devrait être compatible. Donc ça coûte entre 1200 et 2200 €. C'est le prix de l'onduleur hybride, mais juste pour la fonction solaire. Si vous avez besoin de remplacer la totalité, vous avez plusieurs choix, soit vous passez par un Multiplus de chez Victron toujours, et alors le Multiplus il n'est pas tout seul, en général il faut aussi son régulateur MPPT à côté, donc le régulateur dont on parlait, et un Serbo GX. Alors le Multiplus tout seul avec son régulateur et le Multiplus plus le régulateur pour son Serbo, on est dans les 4500 € pour avoir un équivalent, sachant qu'on est moins puissant, on est sur 5000 au lieu de 6000. Le Color Control GX et l'Octo GX, ce sont les plus répandus, ça va coûter entre 300 et 700 €. C'est ce qui est nécessaire pour gérer d'une part les batteries lithium et pour mettre l'assistant qui injecte au réseau. Il faut aussi un shunt de mesure. Donc si on n'installe pas la bonne mise à jour, on ne pourra pas gérer l'injection réseau. Et puis si vous êtes un petit peu moins puissant, c'est-à-dire si vous n'avez pas installé toute la puissance sur le régulateur, ou alors que vous utilisez qu'un seul des régulateurs MPPT sur onduleur, vous pouvez utiliser le Multi RS Solar, donc toujours Victron, qui a 2600 € environ, qui fait les mêmes fonctions que cet onduleur-là. Il fait tout. Il faut quand même lui rajouter un GX, donc on passe à un peu plus de 3000 € la solution. Mais il n'y a qu'un seul MPPT dessus, donc ça bride un peu. Mais c'est pareil, il utilise le groupe électrogène, le réseau, de la même manière si vous voulez. Mais il n'a pas d'écran tactile, il n'a pas les mêmes fonctionnalités, il faut faire par ordinateur ou via le smartphone. C'est un peu différent, mais il faut s'attendre à ce que s'il y a une panne sur ces choses-là, il faut pouvoir la remplacer par quelque chose. Soit vous n'êtes pas content du produit et vous mettez une autre marque, soit vous dépannez, soit il faut dépanner le client, soit il faut vous dépanner vous-même, vous êtes obligé soit de racheter le même produit, soit de racheter l'équivalent par exemple chez Victron, qui est pas trop cher. Si vous voulez la même chose en termes de puissance, en termes de résultats, il faudra passer par un Quattro. Le Quattro, il est connu pour avoir 2 entrées d'appoint, groupe électrogène et réseau, exactement comme le DI. Et le Quattro, dans la puissance qu'on veut, donc là on est dans les 5000 watts, 5000 volts ampères, ça peut exister en 8000, ça existe aussi en 8000, mais on est déjà à 2200 €, on est un peu plus cher, il faut rajouter le régulateur solaire, le GX, ainsi de suite. Donc vous avez des solutions chez Victron qui sont très intéressantes,
Mais il faut bien garder ça à l'esprit que il faut que le SAV suive derrière. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez beaucoup de réponses à vos questions. Si vous voulez, j'ai l'étude plus complète. Je ne sais pas si mon partenaire voudra que je la publie, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'installerai ce produit. Je pense que oui, si on me demande, je le mettrai en œuvre sur des planches techniques. Je le paramétrerai à l'avance. Ça reste un produit nouveau. Il faut prendre avec des pincettes. Mais a priori, moi, si on me l'offre, je le garde. J'en suis très content. Voilà pour ce test. Si vous avez des commentaires, si vous avez de l'expérience sur ce produit-là, si vous l'avez déjà, vous avez eu des problèmes ou autres, n'hésitez pas à me le dire pour partager avec la communauté, avec les gens qui vont s'y mettre des commentaires. Et en tout cas, je suis très content de pouvoir vous conseiller un produit d'entrée de gamme qui a l'air fiable. Comparé à tout ce qui était Superwatt, WKS et autres, où j'ai vraiment pas confiance, j'ai tellement de problèmes avec, que là, tout ce que j'ai fait est globalement positif. J'ai pas vu à quelques points d'attention. Vraiment, je suis content. Allez, au revoir.